Et la belle grosse loi du Donald qui a été adoptée juste à temps, Alexandre, pour les célébrations du 4 juillet. Lui qui a été épargné, souvenons-nous, par la main de Dieu. Rien de moins, n'est-il pas victoire fulgurante, on va le dire, là, pour Donald Trump, lui qui souhaite absolument, là, avant aujourd'hui, être capable de faire adopter la belle grosse patente législative, the Big Beautiful Bill, adopter finalement, encore une fois, un vote super serré, 218 voix pour, 214 voix contre, ce qui fait en sorte là, qu'on avait la petite marge là, qui permettait de l'emporter. Et donc, on va signer tout ça aujourd'hui là, du côté de M. Trump, cérémonie de signature d'ailleurs là, à son habitude, lui qui est habitué de faire son showman là, avec toutes sortes d'occasions, dont celle-ci va avoir une parade aérienne avec un bombardier furtif B-2, le même type de bombardier qui est allé attaquer les installations nucléaires de l'Iran. Il va même y avoir des pilotes qui ont participé à cette mission-là qui vont être honorés, des feux d'artifice bleu, blanc, rouge un peu partout autour de la Maison-Blanche également. Mais c'est surtout que ça vient confirmer encore une fois l'emprise là, presque totale que Donald Trump a sur le Parti républicain. Il avait passé là, la nuit, la soirée à appeler encore là, toutes sortes de dissidents républicains, des élus qui souhaitaient pas embarquer sur avec leurs collègues sur le projet de loi parce qu'ils craignaient soit l'explosion de la dette américaine, ce qui va arriver inévitablement avec un projet de loi comme celui-là, une découverture d'au-dessus de 17 millions de personnes vulnérables aux États-Unis de leur assurance maladie, les coupures dans des banques alimentaires. On craint vraiment, là, à presque tous les niveaux, qu'on pompe de l'argent des plus vulnérables aux États-Unis pour l'envoyer vers les gens qui sont déjà les plus aisés, entre autres grâce à des coupes budgétaires, pas des coupes budgétaires, mais des coupes fiscales importantes qui vont être confirmées encore une fois pour les plus hautes strates de la société. Bref, ça cimente une fois de plus le pouvoir presque absolu de Donald Trump en ce moment chez nos voisins américains qui vont fêter d'ailleurs la fête de l'indépendance en même temps aujourd'hui. Et c'était fascinant de voir à quel point les démocrates, qui sont minoritaires, là, ils étaient plutôt démunis face à la puissance républicaine, mais ils ont quand même essayé de retarder ce processus-là grâce à ce qu'on appelle la minute magique, c'est-à-dire qu'ils pouvaient parler, mais il n'y avait pas de limite de temps. Alors, c'est un discours fleuve, un discours record là, de la part de... C'est Hakeem Jeffries encore? Hakeem Jeffries. Il a parlé quoi, 8 heures? Au-delà de 8 heures? C'est pas la première fois. Là, il a fait ça récemment aussi, là, une espèce de marathon il a battu un record, ridicule où il avait battu un record du bon vieux filibustering, comme on le dit. Là, parler à l'infini sans jamais là, dire qu'on a terminé notre allocution. Ce qui fait en sorte qu'on a retardé le plus possible l'adoption, mais ça s'est fait quand même. Donc, voilà, autre victoire pour les républicains, puis il va falloir, du côté des démocrates, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que les coupes massives puis les pertes de services aux Américains les encouragent à aller voter démocrate aux élections de mi-mandat. C'est à peu près leur seul espoir. Oui, parce que d'ici ce temps-là, Trump peut faire à peu près ce qu'il veut, mais c'était drôle de voir le visage là, des gens qui étaient assis derrière. Il y en a qui cognaient des clous. Je dis, pendant 8 heures, c'est interminable. Oui, c'est une belle grosse loi, mais c'est une belle grosse loi qui vient avec une belle grosse facture. 3 000 milliards de dollars qu'on rajoute sur la dette d'un pays qui est déjà extrêmement endetté. C'est une loi qui va profiter davantage aux riches que les plus démunis. Et c'est un peu ce que plusieurs craignent. Puis au niveau de la santé, c'est lorsqu'on entend les témoignages là, même de plusieurs spécialistes au niveau de la santé qui craignent vraiment là, qu'il y ait des conséquences là, désastreuses pour les Américains, qui ne disposent pas d'une couverture là, adéquate. Par contre, les partisans de Trump vont se réjouir, ceux qui souhaitent, par exemple, avoir davantage de budget pour la défense. Ça fait partie de ce One Big Beautiful Bill. Et pour ce qui est des migrants et d'immigration, ça aussi, là, ce budget-là a été fortement augmenté, notamment pour le fameux mur à la frontière mexicaine, mais aussi pour le Golden Dome, le fameux dôme doré. Ce qui nous amène à parler d'un sondage, c'est dans le journal ce matin, où on apprend qu'une majorité de Canadiens se sentent plus les bienvenus aux États-Unis dans le contexte actuel. Oui, sondage mené par Léger là, pour le compte de l'Association des études canadiennes. On se rend compte que c'est 53% des Canadiens, là, donc un peu plus de la moitié, qui ne se sentent pas les bienvenus du tout là, chez nos voisins du Sud. Là. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment changé. Là. On était au même taux de désapprobation là, depuis le mois de mai, donc ça n'a pas vraiment changé, peu importe ce qui se passe du côté des négociations. C'est un sentiment de rejet, littéralement, là, des Canadiens
canadien, puis qui se traduit par une baisse. Là, on en parle depuis un bon moment, mais on a encore plus de statistiques d'à quel point on ne va plus ou moins chez nos voisins du Sud. Là. Les séjours en voiture avec une nuitée aux États-Unis, ça a baissé de 34,3 %. Les allers-retours qu'on fait le même jour, là, un petit coup à Plattsburgh, on va magasiner puis on revient, 40 % de baisse. Ça vient confirmer que dans certains États, Vermont, Maine, Massachusetts, New York, New Hampshire, Rhode Island, on perd entre 20 et 60 %. Ça peut devenir massif des touristes canadiens dans certaines régions, là, ce qui vient évidemment là, compliquer les industries touristiques de ces endroits-là. Séjour en avion, ça a diminué de 24 %, là, presque du quart. Donc, on a vraiment des statistiques probantes qui viennent démontrer à quel point on va moins aux États-Unis, on est moins enclin d'aller donner de nos dollars, de notre argent chez nos voisins qui, en ce moment, nous imposent des tarifs, on le sait, là, sur toutes sortes de produits, dont l'aluminium et l'acier, entre autres. Puis si on parle de la confiance, ça, c'est assez marquant, là. Il y a comme 3 groupes, là. 34 % des gens disent faire confiance aux Américains eux-mêmes, 35 % ne leur font pas confiance, 31 % sont indécis. Donc, on a une proportion de gens qui se méfient. Puis si on parle de l'administration américaine en tant que telle, l'administration Trump, 53 % des Canadiens disent ne pas lui faire confiance. Donc, ça paraît là, dans les chiffres en ce moment, cette division, malheureusement, dans une amitié historique. Pour faire du pouce sur les vacances aux États-Unis, il y a un article un peu plus tôt dans Le Devoir cette semaine qui est sorti concernant le fait que les Québécois vont plus se tourner peut-être vers Sandbanks en Ontario. Ce qui est très beau, honnêtement. Pour être déjà allé, là, c'est vraiment chouette comme endroit. Avec le lac Ontario aux alentours, un peu des ressemblances là, avec ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans les destinations chouchou aux États-Unis d'habitude, mais bon, là, ça va être plus être vers l'Ontario que les Québécois vont se tourner cette année. Oui, non, ça, c'est clair. 2-3 trucs en lien avec ça. Bon, cette crainte-là, ces interrogations-là, moi, je peux très bien les comprendre. Ça commence même à la frontière. Tu te dis de quelle façon je vais être reçu à la frontière, que ce soit à la frontière terrestre, quoi que ce soit. Tu pognes un douanier zélé qui va commencer à... surtout dans notre métier, Alex. Oui, on a 2-3 prises de position parfois pas très favorables à l'endroit de Donald Trump. Moi, en ce qui me concerne, c'est hors de question que je mette les pieds aux États-Unis dans un avenir approché, dans le contexte actuel. Puis tu soulignais, puis tu fais bien de le dire, c'est l'aspect monétaire. Pourquoi, moi, j'irais dépenser $1 qui est dur à gagner? Pourquoi j'irais le dépenser dans un pays avec qui a à sa tête quelqu'un qui, justement, a pris toutes sortes de décisions épouvantables pour l'économie canadienne, qui respecte pas la souveraineté du Canada, qui parle d'annexion, qui parle... Pourquoi moi, j'irais dépenser 1 pièce dans ce pays-là? Je vais investir mon argent ailleurs. Après ça, vous ferez bien les choix que vous voulez, là. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est hors de question dans un avenir approché, en tout cas. Moi, que les choses changent dans les prochains mois, là. Et j'en profite pour dire, Alex, on va avoir une entrevue spéciale par rapport à ce sujet-là un peu plus tard aujourd'hui, parce que s'il y a une baisse importante là, comme ça, ben, de notre afflux touristique aux États-Unis, ben, il y a des États, puis particulièrement au nord des États-Unis, qui ont hâte de revoir les touristes canadiens, puis qui se dissocient beaucoup des positions du président. On va s'entretenir avec une politicienne du Vermont par rapport à tout ça. Oui, ça sera intéressant. Manquez pas ça. C'est d'ailleurs, là, je vous lance l'invitation. Ce sera aux alentours là, de 7h35 ce matin. À ne pas manquer. D'ailleurs, elle parle très bien français, cette sénatrice-là. Faut lui donner ça. C'est dans le journal ce matin. C'est un ex-tueur à gages et délateur des Hells qui retourne en prison. Oui, c'est le collègue Éric Thibault qui est toujours au courant de ce genre d'histoire-là, qui parle de l'ex-tueur à gages Serge Quesnel, qui est devenu, à une certaine époque, là, l'un des délateurs les mieux rémunérés là, du Québec, parce qu'il avait dénoncé là, plusieurs anciens acolytes des Hells Angels, lui qui avait avoué 5 meurtres également. Là, était en libération conditionnelle depuis déjà là, un bon moment. Là. En 2015, avait demandé de pouvoir refaire sa vie, était retourné là, sous un faux nom, on se comprend, une fausse identité dans la société, mais il avait quand même là, des conditions assez sévères à respecter. Là. Par exemple, régime sec complet, parce qu'il avait déjà eu des problèmes d'alcool, donc il ne pouvait pas boire, pas de drogue, pas fréquenter des personnes qui sont liées au crime organisé, même pas fréquenter des gens qui pourraient avoir un casier judiciaire. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais il a été arrêté
en juin dernier, une suspension de sa liberté conditionnelle. Ça faisait presque 10 ans qu'il l'avait. Donc, est-ce qu'il a enfreint une de ces conditions-là? Tout porte à le croire en ce moment, à moins qu'il ait fait un autre délit quelque part dans tout ça. Et c'est lui qui avait participé, entre autres, d'être un témoin au procès de Mom Boucher, là, qui avait commandité 2 meurtres d'agents correctionnels au Québec. Procès médiatique mythique ici, là, au Québec. Et lui, donc, avait été incriminé lui-même au départ par un de ses collègues, était devenu lui aussi un délateur. Puis l'allocation là, qu'on lui donnait du côté de l'État, c'était 500 $ là, hebdomadairement pour 15 ans. Fait que ça ferait 390 000 $ libres d'impôts qu'il a été versé en tout et partout par l'État québécois pour sa collaboration. À l'époque, c'était le plus haut qu'on avait jamais payé un délateur. Il y a un accompagnateur qui a été nommé pour gérer le climat qualifié de toxique au comité de gestion de la taxe scolaire de Montréal. Oui, ça, c'est assez inquiétant ce qui se passe du côté de cet organisme-là, peut-être moins connu, le comité de gestion de la taxe scolaire, parce qu'on rapportait là, le 6 mars dernier que Pierre Venn, qui était le directeur de cet endroit-là, se serait enlevé la vie et que son suicide serait en lien là, avec des allégations de climat de travail toxique. Et là, puis tout ça survenait, lui, il venait d'être suspendu 2 jours plus tôt, faisait 33 ans qu'il y travaillait. Et on a demandé là, à Québec d'intervenir. On a nommé donc un accompagnateur qui suit un dépôt de rapport. La firme Latitude est allée enquêter sur ce climat-là. Et oui, il confirme climat de division, climat de polarisation, parle de sentiments de détresse chez les employés, des craintes de représailles lorsqu'on dénonce des comportements problématiques, des propos discriminatoires. On parle même d'exclusion d'employés issus de minorités visibles à l'intérieur de cet organisme-là et d'incivilité, de harcèlement. On doit mettre un plan d'action en place là, d'ici décembre prochain, mais Québec n'exclut pas non plus de se rendre jusqu'à la tutelle si la situation ne s'améliore pas. Puis c'est assez étonnant, merci, là, puis ça va venir te piquer dans ta fibre qui souhaite que les deniers de l'argent public soient bien utilisés, oui. Alex. On aurait eu recours un stratège en communication du côté de cet organisme-là à même les fonds publics et Québec a ordonné qu'on remette les factures de tout ça pour enquêter un peu là-dessus. On a engagé une boîte de com à près de 150 $ de l'heure pour un total de 1000 $ pour un petit 5,75 heures de facturé. Tout ça pour les aider à passer au travers de cette crise de relations publiques, justement. Quand même, hein? Oui. 150 $ de l'heure? Ouais, ben oui, un petit 5 heures de travail, 1000 $, on passe à un autre appel. C'est incroyable. Mais c'est préoccupant, là, toutes ces allégations. Là. Qu'est-ce qui se passe dans ce département-là? Qu'est-ce qui se passe dans ce comité de gestion-là? Comment on a laissé aussi perdurer tout ça ouais. À un point tel où quelqu'un là, se serait justement enlevé la vie. Là, il y a des questions qui demeurent sans réponse et qui doivent être répondues, ça c'est clair. On parle beaucoup des coupes en éducation, ou en tout cas des restrictions budgétaires, la rigueur budgétaire. Bien, ce sont les activités parascolaires là, qui risquent de passer sous la trappe. Oui, c'est dans les pages de la presse là, qu'on apprend entre autres ce qui se passe au centre de services scolaires des Basses-Laurentides, là, qui sont un cas de figure, ils sont pas les seuls, on se comprend, mais de plus en plus d'endroits au Québec, puis je pense que ça va s'accélérer d'ici septembre, là, d'ici la rentrée, commence à dénoncer les coupes massives qu'on doit faire puis qui viennent impacter directement les élèves. Et là, on a des exemples de plus en plus concrets. Là. Alors que là, on a demandé de couper parascolaire, ce qui veut dire, oui, les sorties culturelles, même la formation d'encadrement pour le personnel lui-même. Mais là, les camps d'entraînement des équipes de foot des écoles qui restent prévus ce mois d'août, on sait, on se prépare avant la saison au football, sont toutes suspendues pour l'instant. Là, on est rendu à un point où les enseignants eux-mêmes essayent de se mobiliser pour ramasser des fonds pour être sûr que les jeunes peuvent jouer au football. Fait qu'en gros, on demande aux enseignants eux-mêmes de trouver des commanditaires puis de faire du travail supplémentaire pour essayer de pallier aux coupes dans leur propre département de l'éducation. C'est assez impressionnant, merci. On parle des ateliers d'impro aussi à l'école là, qui ont été complètement coupés, des entraîneurs d'impro dont le contrat n'est pas renouvelé non plus pour avoir fait et du football et de l'improvisation. Je peux vous dire que ça a arrêté sincèrement la fin de ma vie là, au secondaire si quelqu'un m'avait privé de ces activités-là. Et c'est ce qu'on dénonce là, du côté du personnel des écoles qui disent, regardez, c'est un rempart contre le décrochage. C'est ce qui motive des gens à rester encore à l'école. Vous voulez couper ça complètement? On rappelle qu'en 2019, la CAQ promettait, là, c'est une promesse de campagne, 1 heure gratuite d'activité parascolaire pour tous les élèves du Québec en jugeant un effet déterminant sur la persévérance scolaire. Tout ça passe à la trappe en ce moment au Québec. Moi, j'ai quand même un questionnement en lien avec la quantité d'argent qu'on pompe dans le réseau de l'éducation
Et là, le peu de services, ou en tout cas des compressions auxquelles on fait face. De quelle façon? Est-ce que chaque dollar qui est investi est réellement utilisé de manière efficace? Moi, je mets aussi en garde dans l'opinion publique là, le gouvernement sur cette question-là. Parce que là, il y a toute les coupes, ou en tout cas, ce qu'on craint, c'est que des services aux élèves les plus vulnérables leur soient retirés. Ça peut être dévastateur pour leur parcours scolaire. Puis tu as tellement raison quand tu dis que souvent, puis dans bien des cas, c'est le parascolaire qui garde accroché le jeune, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau sportif également. C'est un tout, là. Alors ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout. Il y a eu cette pétition qui est en train de battre des records de participation sur le site de l'Assemblée nationale. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas on n'a pas atteint encore là, le summum de l'indignation publique dans ce dossier-là. Et ça... ça risque de faire mal à la CAQ. Il y a des dossiers qui les ont suivis, que ce soit Saclic, que ce soit Maisonneuve-Rosemont. Et là, dans le monde de l'éducation, ça aussi, ça risque de faire mal. Revenons sur l'espèce de saga du Go Habs Go, là, qui occuper les gens de l'OQLF. Non, c'est Aller Canadien. Oui, c'est ça. Là, oui, Canadien, Aller. Finalement, là, on modifie, on assouplit un peu notre position. Oui, là, on chicanait Marianne, mais tu as le droit désormais de dire Go Habs Go. Vous m'avez chicané à tort. Parce que excusez-vous. L'OQLF affiche désormais officiellement que l'utilisation du mot Go dans un contexte d'encouragement est désormais partiellement légitimé. Donc oui, on a changé de notre fusil d'épaule là, du côté de l'OQLF qui s'était retrouvé quand même là, dans la mire des moqueries du public un tout petit peu. Là, avec raison. Ouais, lorsque leur sortie avait été faite, je rappelle, c'est une plainte en 2024 qui avait été émise par quelqu'un au sujet du fait que sur les autobus de la STM, on écrivait Go Habs Go pendant les séries ou pendant des moments forts pour le Canadien et qu'on aurait dû écrire Allez Canadien, allez, selon l'OQLF qui avait réprimandé la STM. Ça avait fait un tollé dans le public. Et là, le directeur des communications là, était, lui, en entrevue, a expliqué, entre autres, au Devoir, là, pourquoi on avait changé notre fusil d'épaule. Oui, ils ont reconnu que c'est la médiatisation du dossier qui avait eu un impact. Ils ont reconnu aussi que le ministre Jean-François Roberge, lorsqu'il est sorti, en sa qualité de ministre de la langue française, ça avait également impacté, mais tenu à rappeler à quel point l'OQLF est indépendant et qu'on n'avait que suivi des politiques qui étaient en place depuis 2017 pour être capable de dire si oui ou non Go pouvait être accepté. Disons que la controverse est passée, c'est légitimé, mais même les explications démontrent qu'il y avait peu de flexibilité à ce moment-là, puis même encore du côté de l'OQLF. Indépendant, puis je dirais déconnecté du vrai monde. Avec des décisions comme ça, sincèrement. Ils sont certainement pas allés au Centre Bell. Là. Ça dit pas aller Canadien, aller là, dans les estrades. 99,9% des gens décrochent là, en entendant des affaires comme ça. Moi, j'inviterais les gens de l'OQLF à aller prendre une marche au centre-ville. Regardez donc, là, si vous avez tant de temps que ça dans votre journée de libre, là, allez donc prendre une marche au centre-ville. Regardez un peu les devantures de commerce. Si vous avez un petit 2 minutes, rentrez à l'intérieur de ces commerces-là. Vous allez voir que dans certains cas, vous vous faites accueillir en anglais. Vous n'êtes même pas capable de vous faire servir en français. Le recul du français, là, notamment à Montréal, là, c'est bien plus menacé par ça que dans un contexte de séries éliminatoires, on va commencer à dire « Go Habs Go ». Sincèrement, là, sortez de votre bureau. C'est fascinant. Moi, j'en reviens pas. Sincèrement, là, puis après ça, on se demande pourquoi les gens décrochent. C'est à cause de vous que les gens décrochent, puis c'est à cause de ça. Ça me fascine. Assez incroyable, merci. Bon, est-ce que je peux dire Go Boys Go, Marianne, ou là, jouer l'OQLF sur le dos le restant de la journée? Si c'est pour les encourager, t'as le droit. En plus, c'est les boys. Oui, les garçons. Allez, les garçons. C'était la première médiatique du spectacle Les Boys hier soir. Comment t'as trouvé ça? Hier, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, c'était à 20h. Spectacle qui dure 2h15 avec entracte. Au début, je me suis dit, c'est quand même long. Mais au final, ça passe tellement vite. C'est présenté par Juste pour rire, mise en scène par Marc Saint-Martin. Guillaume Corbeil comme auteur de l'adaptation du film parce que c'est une adaptation du premier film Les Boys qu'on a pu voir en 1997 mais bon qui avec le temps avec ses fameuses répliques
nous marque encore aujourd'hui. Donc, Stan, propriétaire d'une brasserie, entraîneur d'une équipe de hockey très, très amateur. Lui, il perd une somme d'argent colossale en jouant au poker avec Méo, qui lui considère comme son ami. Et pour que Stan puisse s'acquitter de sa dette, le Méo a une idée. Ils vont jouer quête ou double sur la glace dans le cadre d'une partie de hockey. Si l'équipe de Stan gagne, on efface la dette. Mais si l'équipe de Stan perd, c'est Méo qui devient le propriétaire de sa précieuse brasserie. Méo qui est interprété par Louis Champagne, Stan par Emmanuel Bilodeau. Écoutez, on a tellement une belle distribution. David Savard, Benoît Drouin-Germain, Denis Hull, j'en passe. Ils sont excellents. Gros coup de cœur pour Louis Champagne qui interprète Méo. Il a tellement bien le personnage. Ah ouais, hein? C'est tellement drôle de les voir aller sur scène. Au début, c'était un petit peu plus lent parce que, on essaie d'installer l'histoire. On essaie de présenter chacun des personnages. Je veux pas, il y en a quand même beaucoup dans l'équipe de hockey. Mais une fois que c'est parti, là, c'est parti. Des gags à n'en plus finir. Des répliques cultes au rendez-vous. Si je vous dis la dureté du mental, c'est sûr que ça vous dit quelque chose. Dans mon livre à moi aussi, c'est revenu. Qu'est-ce que t'as à rire, toi? Tu viens de pogner la joke que je t'ai contée il y a 2 jours, c'est ça? Bref, il y a plusieurs répliques qu'on a pu reconnaître à travers les 2h15 de la pièce. Ils vont quand même avec des moyens qu'ils ont parce qu'ils sont bons au théâtre, mais c'est impressionnant. Écoutez, il y a une glace sur la scène. Il patine avec des vrais patins. Il y a une Zamboni. C'est tellement drôle. C'est super bien fait. Puis en même temps, ils peuvent pas avoir, c'est sûr, 2 équipes en même temps, là, mais ils sont quand même très capables d'aller chercher le public avec les moyens qu'ils ont. On a beaucoup une ambiance, peu importe dans quel lieu on se retrouve, que ce soit à l'aréna. Donc, on a beaucoup une ambiance d'hockey avec les bancs, le pointage, le compteur qui descend. Puis c'est vraiment tout ce qu'on connaît des Boys. C'est léger, c'est niaiseux aussi, mais c'est ce dont on a besoin. C'est drôle, je dirais, pour décrire la pièce, c'est réconfortant. On a aussi eu un petit clin d'œil à Paul Oud pendant le spectacle qui, dans le film, interprétait Fern. Donc, on a eu un petit clin d'œil là-dessus. Marc Messier, qui interprétait Bob, était présent hier. Donc, pour ceux que ça intéresse, le spectacle Les Boys s'est présenté au Théâtre du Vieux-Terrebonne jusqu'au 2 août. Puis ensuite, ça part en tournée provinciale qui va suivre en 2026. Pour toutes les dates, vous pouvez aller au lesboys.com. Et tiens, en terminant, Alexandre, restons dans le monde du sport parce que Zachary Bolduc, le petit nouveau avec le Canadien, a choisi son numéro. Puis ça va nous rappeler des souvenirs d'un certain Piqué. Ouais, il a comme décidé de garder son numéro, de ce que je comprends, mais c'est parce que c'est ça. C'est le 76, hein? Mythique numéro, 3e fois seulement de l'histoire du Canadien de Montréal qu'un joueur va porter ce numéro-là. Le premier, c'était Joseph Balair, un joueur qu'on s'en souvient moins trop. Ensuite, c'était Piqué Souban, bien évidemment, là, entre 2010-2016, qui ne s'en souvient pas. Et désormais, ce sera Zachary Bolduc là, qui va le porter fièrement. Chaque nouvelle d'hockey, chaque petite nouvelle, je vais y prendre, Alex. J'ai hâte en octobre. Je pensais jamais dire ça l'été, mais j'ai hâte en octobre. C'est tout ce que je veux voir. C'est nos glorieux à glace. Parce qu'on est plusieurs à partager ton enthousiasme.